Avec 35 000 voitures vendues en 2025, MG est devenue la marque chinoise préférée des Français. Un succès sur notre marché qui est dû notamment à sa compacte électrique MG4, mais également à sa gamme hybride, la MG3 et le MG ZS. Pour la première fois, MG présente un gros SUV 7 places, hybride rechargeable de près de 300 chevaux, dont les prix démarrent à moins de 36 000 euros. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Cette voiture a des visées presque premium, elle propose beaucoup de place, beaucoup d'équipements. Pour vous la faire essayer, on vous propose de partir en voyage avec nous. On va tester son autonomie électrique, on va également voir combien elle consomme en mode hybride. Bref, on vous dit tout sur le nouveau MG S9 et c'est tout de suite sur l'Argus.fr. Si esthétiquement cette MG S9 vous rappelle le HS, c'est normal, il s'agit de la même base, mais on a également un air de famille, surtout à l'avant, avec ce regard typique, cette grande calandre. Mais là où ça change, c'est au niveau des dimensions. En longueur, notamment, la voiture gagne plus de 30 cm par rapport au SUV de MG. C'est une voiture qui mesure près de 5 mètres de long, 4,98 m très exactement. Elle fait près de 2 mètres de large, bref, un gros gabarit, presque un gabarit de SUV américain. Et c'est normal, il a fallu rallonger cette voiture pour caser les places arrière supplémentaires, un vrai troisième rang. On verra ça quand on s'intéressera à l'habitabilité. Mais maintenant, je vais vous parler également de ce qui est le plus intéressant sur cette voiture, c'est-à-dire son moteur PHEV, sa batterie. On regarde tout de suite ce qui se passe sous le capot. Le moteur, lui aussi, est dérivé de celui de l'EHS. On conserve pour la partie thermique un 1,5 litre 4 cylindres turbo à cycle Miller qui développe 143 chevaux et également 230 Nm de couple. En revanche, sur la partie électrique, le MG S9 muscle un petit peu son jeu par rapport à l'EHS. On passe sur un moteur électrique qui développe 231 chevaux, 390 Nm de couple pour une puissance totale cumulée de 299 chevaux exactement. Alors, on ira vérifier les promesses parce qu'on sait, chez MG, les puissances cumulées sont souvent un petit peu optimistes par rapport aux performances et aux ressentis réels. Néanmoins, ce moteur électrique, il est accouplé à une transmission à une vitesse. Ça, c'est assez classique chez MG. Il se désaccouple ou s'accouple au moteur thermique en fonction des différentes phases de conduite. On va aller tester tout ça. Et pour alimenter cette partie électrique, on a cette fois-ci une grosse batterie de 24,7 kWh. À titre de comparaison, c'est à peu près la batterie que l'on peut trouver sur une petite voiture électrique comme la Dacia Spring, une batterie LFP qui fonctionne sous une tension de 380 volts et qui promet 100 km d'autonomie électrique. Est-ce que la promesse est tenue? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. L'avantage d'un hybride rechargeable, c'est d'avoir une grosse batterie et donc d'avoir une autonomie électrique assez confortable pour les trajets quotidiens. C'est ce qu'on va mesurer maintenant, savoir si on se rapproche des 100 km en mode 100% électrique promis par MG. Alors pour cela, on va faire un trajet où on va commencer par de la ville avec une circulation déjà assez congestionnée. Ensuite, on va prendre un petit peu d'autoroute urbaine, de l'autoroute tout court à 110-130 km/h et de la route de campagne, ce qui devrait correspondre à peu près à une utilisation quotidienne. Et on va voir jusqu'où cette batterie peut nous emmener, sachant que automatiquement, quand elle va arriver entre 5 et 10%, la voiture va rebasculer sur un mode hybride classique. En ce qui concerne la conduite en ville qu'on est en train de découvrir actuellement, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que ça se comporte évidemment comme n'importe quelle voiture électrique en ville. C'est silencieux, c'est très doux, c'est assez vif au démarrage. En revanche, on ne va pas avoir, malgré la présence de 3 positions de régénération qu'on peut paramétrer, notamment depuis le volant, on ne va pas avoir de mode one pedal, donc on ne va pas avoir une circulation urbaine jusqu'à l'arrêt. Ce n'est pas une urbaine née, forcément. Ce n'est pas non plus la citadine idéale en raison de son gabarit. Je vous l'ai dit, on est à près de 5 mètres de long, 2 mètres de large. C'est un véhicule encombrant. C'est pas forcément toujours très rassurant dans les encombrements. Pour le reste, on conserve l'agrément de l'électrique. Pour le moment, en termes de consommation, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Sur notre parcours strictement urbain, qui pour le moment est d'une vingtaine de kilomètres, on est entre 18 et 19 kWh au 100 km. On va un petit peu sortir de la ville proprement dite et on va voir ce que ça donne sur des trajets un petit peu plus roulants. Une fois que la circulation se fluidifie et qu'on quitte vraiment les centres urbains pour attaquer des portions plus roulantes de l'autoroute urbaine, voire de l'autoroute tout court,
le mode électrique reste tout à fait capable de propulser la voiture. Alors certes, avec une autonomie, on va le voir, qui est réduite, mais malgré tout, ça la suffira pour la plupart des trajets quotidiens. On est capable de tenir les vitesses routières et autoroutières sans aucun problème. On peut prendre 130 sur autoroute à l'électrique. Dans ce cas-là, forcément, la consommation augmente, mais pas forcément dans les proportions qu'on aurait imaginées. On est actuellement sur un trajet mixte aux environs de 21-22 kWh au 100 km. C'est peut-être élevé dans l'absolu, mais il ne faut pas oublier qu'on a une petite batterie et on a surtout un véhicule qui est très lourd, qui dépasse largement les 2 tonnes 100. On va se retrouver pour faire le point sur cette première partie, ce parcours 100% électrique, et on verra après ce que ce nouveau MG S9 vaut en mode hybride. Voilà, alors on a roulé en électrique jusqu'au bout de la batterie, du moins jusqu'aux 5% que nous a autorisé la voiture avant de rebasculer automatiquement en mode hybride. Et avec ces 95% de batterie, on a fait quasiment 85 km. 85 km en plus dans des conditions pas très favorables. On a fait de la ville au début, vous l'avez vu, et ensuite on a fait quasiment que de l'autoroute à 110 voire 130 km/h. Alors un peu d'autoroute urbaine également, mais beaucoup d'autoroute de la 13, donc c'était quand même un rythme assez soutenu. Et pourtant, la promesse de MG est quasiment tenue. On était censé avoir 100 km d'autonomie, on est à 85 km. Ça veut dire que quand vous serez en ville ou sur le réseau secondaire ou en extra-urbain, les 100 km seront atteignables, voire parfois on pourra les dépasser en conduite strictement urbaine. Alors on pourrait se dire, c'est bien, on va continuer à l'électrique et se recharger avec une borne rapide. La trappe de recharge est ici, mais malheureusement, comme vous le voyez, sur ce MG S9, eh bien, on a seulement une prise type 2, donc une prise en courant alternatif. On ne pourra pas se servir d'un chargeur comme ici CCS pour avoir une recharge en courant continu rapide. Alors c'est assez courant sur la plupart des hybrides rechargeables, même si aujourd'hui on a quand même malgré tout des hybrides rechargeables qui commencent à avoir des prises rapides qui peuvent être bien utiles et bien pour continuer son voyage à l'électrique. Ici il faudra se contenter donc d'une prise en mode AC. Alors cela dit, c'est quand même intéressant puisque par rapport à l'EHS qui était en 7 kW, ici on a une puissance de charge de 11 kW. Donc il va suffire, si on veut recharger, de se brancher sur le connecteur qui va bien de ce côté-là et ici d'aller se brancher en 11 kW pour faire recharger la voiture. Cela dit, on ne va pas le faire réellement ici parce qu'il va falloir quand même 3 heures pour recharger les 24,7 kWh de la batterie. C'est évidemment un petit peu trop long. On va continuer notre route puisque je vous rappelle que notre but c'est de vous faire voyager avec ce nouveau MG S9. On va donc désormais le tester en mode hybride, voir comment il récupère les pourcentages de batterie pour avoir suffisamment d'autonomie électrique et quelle est sa vraie consommation quand on roule en mode hybride. On se retrouve pour la deuxième partie de notre parcours, cette fois-ci en mode hybride. Vous l'avez vu, on a quasiment vidé la batterie, on était descendu jusqu'à 5%. Ça va nous permettre d'expliquer un petit peu comment fonctionne ce mode hybride. Alors, quand on arrive à ce seuil de batterie d'environ 5%, la voiture automatiquement va basculer en mode achevé, en mode hybride simple. Mais là, à partir de ce moment-là, la voiture va essayer de reconstituer un maximum de batterie jusqu'à 50% puisque le constructeur, avec son système de traction, explique que c'est le meilleur seuil, le meilleur rapport entre le thermique et l'électrique, d'avoir une batterie à 50% qui va pouvoir venir aider le moteur thermique. Alors, durant les premiers kilomètres, il en faut environ entre 50 et 60 d'après nos premières mesures pour reconstituer ce seuil de 50% de batterie. Là, on va être sur des phases qui sont pas très économiques parce que le moteur thermique, surtout sur autoroute, va entraîner seule la voiture et en plus, il va devoir recharger la batterie. Ça va mettre déjà un petit peu de temps et en plus, on va avoir une consommation qui va grimper. Dans notre cas, elle a été environ de 9,5 litres au 100 km pour arriver à ce seuil de batterie de 50%. Une fois qu'on est au seuil de batterie à peu près de la moitié de sa capacité, cette fois-ci, la voiture va beaucoup moins solliciter le moteur thermique, que ce soit sur route ou sur autoroute comme ici. Évidemment, sur autoroute,
c'est le moteur 4 cylindres qui va le plus souvent être à la manœuvre, mais malgré tout, on va également avoir des phases en électrique, que ce soit pour les reprises, pour les dépassements, mais également à vitesse stabilisée, puisque le système est capable de fonctionner aussi bien en série qu'en parallèle. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une consommation qui va baisser très nettement. Pour le moment, on se dirige plutôt vers les 8 litres et demi, ça va continuer de baisser. On refera un point sur la consommation pour voir exactement combien on a consommé d'essence et d'électricité sur un parcours typique mêlant de l'autoroute, du réseau secondaire, un petit peu de ville. Pour le moment, on va continuer notre petit voyage et on va également s'intéresser à l'intérieur et aux équipements ainsi qu'au multimédia de ce nouveau MG S9. Je vous le disais en introduction, avec ce nouveau modèle, MG veut venir titiller certaines références du segment. Ils ont vraiment haussé leur niveau de jeu en termes de qualité de finition. Alors est-ce que c'est convaincant ? Au premier contact, plutôt oui, effectivement. On a des matériaux un petit peu partout dans l'habitacle qui sont assez valorisants, des matériaux moussés ici, des matériaux un petit peu plus plastiques en partie basse, et puis ici des revêtements. Alors on aime ou on n'aime pas, mais toujours est-il que c'est bien réalisé, c'est bien assemblé, les matériaux sont choisis en général avec goût, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est suffisant ? Pour venir vraiment au niveau du segment premium, c'est pas le but de la voiture, mais on sait aujourd'hui, les constructeurs chinois progressent très vite. On l'a vu avec certaines productions, notamment de XPeng ou encore de Denza, on se rapproche des références européennes, alors que ces mêmes références européennes, parfois, elles, de leur côté, ont un petit peu tendance à se relâcher au niveau de la finition. Pour le reste, on retrouve un environnement qui est assez proche de celui qu'on connaissait déjà sur le MG EHS. On retrouve notamment ce grand écran ici, 2 écrans en réalité d'un peu plus de 12 pouces avec le combiné d'instrumentation et toute la partie multimédia. En revanche, nouveauté par rapport à l'EHS et à d'autres modèles de la marque, on a ici des touches physiques qui font à nouveau leur apparition et ça c'est bien pratique, notamment pour régler la climatisation. On ne passe plus uniquement par le tactile, ça c'est plutôt pas mal. On a une clim qui est bizone à l'avant, on a même une 3e zone pour les passagers arrière. On va aller voir juste après l'habitabilité et voir ce que ça dit aux places arrière. Pour le moment, on reste à l'avant ici. On va parler d'un point souvent qui fâchait assez souvent chez MG et d'une manière générale chez les constructeurs chinois, c'était les aides à la conduite qui bipent tout le temps et qui sont exaspérantes et qui nécessitaient très souvent d'aller dans une myriade de menus et de sous-menus pour les désactiver. Cette fois-ci, MG a revu un petit peu son interface et a notamment mis au point un menu qui va permettre de sélectionner les aides que l'on veut avoir ou pas quand on conduit et de les appeler directement depuis un raccourci sur l'écran d'accueil. Alors c'est pas mal, on peut rappeler directement cette position pilote MG personnalisée, c'est le nom qui a été choisi par la marque. Alors c'est bien, sauf que il faut le faire impérativement quand la voiture est en position parc et à chaque redémarrage, ça c'est légal, on ne peut pas faire autrement. En revanche, quand on va conduire, il est trop tard, on ne peut plus accéder à ce menu, il faudra s'arrêter, remettre la voiture sur parc et resélectionner la position. Donc c'est quand même moins abouti que le système que l'on connaît par exemple chez Renault, MySafety Perso, qui permet avec une touche dédiée de désactiver d'un seul coup toutes les aides à la conduite. Malgré tout, c'est quand même un réel progrès et ça s'avère beaucoup plus reposant à la conduite, notamment sur autoroute où la voiture a un peu tendance à biper pour tout et pour rien. Au-delà de la finition et de l'équipement, aussi riche fut-il, ce qui vous intéresse vraiment, c'est de savoir la place qu'il y a à l'arrière de cette voiture à vocation familiale. Et là, forcément, par rapport à l'EHS, avec un empattement qui a grandi de plus de 15 cm, on a une place absolument royale à l'arrière. Mon siège est réglé pour ma position de conduite. Je suis 1m92 et vous le voyez derrière, j'ai énormément de place pour les genoux, à tel point que je pourrais même encore me permettre d'avancer la banquette coulissante en 2 parties. Le dossier est inclinable également, donc bref, même à l'arrière, on va vraiment avoir de la place. On va trouver une bonne position et on va voyager vraiment dans un très bon niveau de confort. Également en hauteur, ça c'est vraiment appréciable. Malgré la présence d'un toit panoramique de série, on va avoir toujours une très bonne hauteur sous plafond. Ne reste plus qu'à aller voir le 3e rang et de voir comment sont accueillis les 6e et 7e passagers à bord. Alors au 3e rang, qu'est-ce que ça raconte ? Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Pour peu que les passagers arrière acceptent d'avancer un petit peu la banquette, on l'a vu, il y a quand même pas mal de place, on est plutôt bien installé à l'arrière. Alors quand on est grand, c'est évidemment un petit peu juste à la tête, quoique c'est quand même pas mal. Au niveau de l'espace aux genoux, c'est bien, on est peut-être assis un petit peu bas, on a les jambes un petit peu repliées,
Malgré tout, pour des adultes, on va dire jusqu'à 1m80, 85 et des enfants, ce sera vraiment très généreux. C'est une des meilleures habitabilités que l'on connaisse à bord des SUV 7 places. Donc ça, c'est vraiment un point important de ce MG S9. L'autre point important, c'est que même dans cette configuration avec les 7 sièges en place, on conserve un coffre qui est quand même de 334 litres, alors qu'en général, il y a très peu de coffres, voire pas du tout, sur la plupart des concurrents. Et quand on est en configuration 5 places, on a jusqu'à 557 litres d'espace dévolu au bagage. C'est très généreux, c'est l'une des meilleures valeurs de la catégorie. Quand on aura tout rabattu, on aura un plancher plat, et là jusqu'à 2 mètres cubes, évidemment, jusqu'au plafond. Bref, c'est un vrai déménageur avec une habitabilité qui est réellement excellente. Après avoir découvert l'intérieur de ce nouveau MG S9, on va poursuivre notre petit voyage avec la troisième partie de notre test de cette version hybride rechargeable. Je vous avais laissé sur la route avec le fonctionnement en mode hybride où on était parti de 0% quasiment de batterie et où on avait donc dû recharger la batterie pour arriver à peu près aux 50% de seuil avec lequel le fonctionnement du système hybride est optimal. Ça s'est conclu sur notre parcours avec une consommation d'environ 8,3 litres à l'ordinateur de bord, qu'on aurait pu encore faire descendre en continuant à rouler. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas le mode de fonctionnement optimal lorsqu'on veut voyager loin et longtemps. Mieux vaut donc partir avec la configuration dans laquelle nous sommes maintenant, en l'occurrence une batterie quasiment chargée à 100%, 97% très exactement, qui va nous permettre de tester le mode réellement hybride et de vous expliquer comment fonctionne ce MG S9 sur la route pour optimiser sa consommation. Avant de revenir sur le fonctionnement hybride et la consommation, on va d'abord s'intéresser au comportement routier de cette voiture et au comportement également de la mécanique. Je vous l'ai dit, c'est un gros bébé, on approche les 2,2 tonnes en ordre de marche, donc ça fait quand même une masse qui est bien présente et pourtant le comportement routier, il est assez surprenant. On ne va pas dire que la voiture est agile, encore moins qu'elle serait dynamique, mais malgré tout, la suspension est réussie. C'est probablement l'un des modèles de MG que nous avons essayé qui a le meilleur compromis entre le confort qui est réel, qui est bon. Il n'y a vraiment que sur les très grosses saignées, les gros ralentisseurs, où on va sentir un petit peu la fermeté de la suspension à très basse vitesse, mais c'est assez rare. Et dès qu'on va prendre en vitesse, là, la voiture va s'avérer tout à fait confortable. C'est plutôt pas mal. Dans les enchaînements de virages, forcément, il va falloir tenir compte de cette masse élevée. Et encore là, nous ne sommes que 2 personnes à bord avec très peu de bagages. Quand on sera avec 5-6 passagers à bord et les bagages, on va parfois frôler les 3 tonnes. Il faudra évidemment en tenir compte. On a malgré tout un train avant qui est plutôt réactif. On a un train arrière qui enroule bien, qui suit le comportement global de la voiture. Donc là-dessus, c'est plutôt une bonne surprise. Je vais pas parler d'agilité, mais en tout cas un comportement qui donne satisfaction et qui est 100% raccord avec les prétentions familiales de la voiture. Donc c'est abouti. En termes de mécanique, là aussi, on voit à quel point les constructeurs chinois en général et MG en particulier ont progressé. On pouvait faire pas mal de reproches aux premières chaînes hybrides non rechargeables que l'on a connues par exemple sur les MG3 ou les MG ZS avec des temps de réaction qui étaient assez longs, avec une mécanique thermique qui pouvait être assez bruyante. Ici, honnêtement, ce n'est pas le cas. On a probablement chez MG la chaîne de traction hybride la plus agréable et surtout la plus fluide. On a beaucoup moins ce temps de réaction quand on va vouloir dépasser, par exemple. Alors certes, là, il faut le signaler, je vous en avais un petit peu parlé au début, les 299 chevaux de puissance cumulée annoncés par la marque sont très optimistes. On n'a jamais vraiment l'impression d'avoir 300 chevaux sous le capot. D'ailleurs, si on regarde les performances, on est sur un 0 à 100 qui est tout juste sous la barre des 10 secondes. C'est pas honteux en soi, à nouveau vu le gabarit du véhicule, mais on est quand même relativement loin de ce que développerait un véhicule qui ferait réellement 300 chevaux. Malgré tout, la mécanique reste très fluide, très agréable à utiliser. On n'a plus cette sensation de glissement. Quand on va vouloir rétrograder ou quand on va vouloir dépasser, on a toujours de la ressource. C'est assez bien isolé au niveau des bruits mécaniques. Certes, quand on va être en phase de régénération forcée ou sur autoroute, on va entendre légèrement le bruit du moteur thermique qui se déclenche, mais qui n'est pas du tout envahissant. On rappelle que c'est un moteur turbo qui a donc une plage de puissance et de couple bien plus bas dans les tours
qu'une mécanique atmosphérique comme on aurait par exemple sur le MG ZS. Donc les bruits mécaniques sont assez bien encapsulés. On a noté quelques petits bruits d'air qui sont quand même présents à partir de 90-100 km/h, un petit peu au niveau du toit, un petit peu au niveau des vitres également à l'arrière de véhicule. Ça s'amplifie un petit peu sur autoroute, c'est correct, mais ce n'est pas le meilleur élève de sa catégorie. Mais là encore, étant donné le tarif, on pourra aisément lui pardonner. On va continuer notre petite promenade et on va faire un deuxième point sur la consommation et l'utilisation de ce moteur hybride rechargeable, cette fois-ci je vous l'ai dit, avec une batterie convenablement chargée. Alors, qu'est-ce que ça donne cette dernière partie de trajet en partant d'une batterie à 100%? Eh bien, c'est le meilleur moyen de préserver une consommation basse. Là, on a fait moins de 6 litres, 5,7 litres exactement sur ce parcours, qui n'était certes pas un parcours autoroutier, c'était surtout du réseau secondaire, de la route départementale. Malgré tout, c'est remarquable en termes de conso, tout simplement parce que je vous l'ai dit, on a quand même un véhicule avec une masse assez imposante et on arrive à des consommations réellement très basses. Donc, pour voyager en PHEV, mieux vaudra privilégier ce mode hybride pur, sachant qu'au quotidien, en revanche, vous aurez tout intérêt à rouler en mode 100% électrique avec une autonomie, on l'a vu, qui approche les 100 km revendiqués par MG. Donc ça, au quotidien, c'est le moyen de voyager en faisant le plus d'économies possible. Vous pouvez recharger, évidemment, si c'est possible, la voiture chez vous, c'est ce qui vous coûtera le moins cher. Et puis, au moment des grands départs, essayez de partir avec au moins 50% de batterie, puisque c'est là où en fait on va avoir la consommation la plus équilibrée entre d'un côté le thermique et de l'autre côté l'électrique, sachant que la voiture elle-même va maintenir sa charge aux alentours de 50%. Vous avez une dernière fonctionnalité qui va vous permettre de rehausser à la demande le niveau de batterie si vous savez que par exemple votre trajet va se terminer avec un parcours strictement urbain ou un parcours que vous pourrez faire entièrement en électrique. Là, vous allez pouvoir demander à la voiture de remonter le niveau de batterie jusqu'à 100%. Après, tout dépendra de votre trajet. Bref, un hybride rechargeable, on le sait, eh bien, c'est un petit peu de l'optimisation au quotidien pour ces différents trajets au niveau de la typologie de ce que vous allez faire, des trajets plutôt urbains, des trajets plutôt routiers, voire autoroutiers, avec une consommation globale sur notre essai qui se situe aux environs de 6,3 litres. Alors ça, c'est assez remarquable. On est certes parti avec une batterie à 100%, mais on a fait un petit peu toutes les conditions possibles, de l'autoroute, du réseau secondaire, de la ville. Bref, c'est assez efficace en termes de consommation et de coût d'usage réel, ce qui est toujours bon à prendre vu le tarif actuel des carburants. Le tarif, justement, on va en parler puisque c'est là que MG frappe vraiment un très grand coup avec un prix d'accès pour ce MG S9 en finition confort qui est à 39 990 €, avec un équipement qui est déjà pléthorique puisqu'on va avoir quasiment tous les équipements dont on disposait sur cette version, notamment le toit ouvrant électrique panoramique, la clim trizone, les sièges électriques, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste complète, je vous incite à aller voir l'article qui accompagne cette vidéo sur le site largus.fr où on vous détaille tous les équipements. À 2000 € de plus, soit 41 990 €, vous aurez cette finition Ultimate qui, en gros, va gagner l'intérieur en simili-cuir, l'audio Bose et 2-3 options de confort assez sympas. Certes, 2000 €, ça ne fait pas une très grosse différence, d'autant plus que, je vous le disais en introduction, le prix réel que vous allez payer en concession pour ce véhicule sera inférieur à 36 000 €, 35 990 € exactement en finition confort, puisque MG, on le sait, est coutumier des gros rabais. Ils ont, dès le lancement, consenti un rabais de 4 000 € qui va durer, on le sait, toute la vie quasiment de commercialisation de la voiture. Donc vous aurez un prix inférieur à 36 000 € pour la version confort et inférieur à 38 000 € pour cette version Ultimate. Et ça va faire très mal à la concurrence. C'est un segment sur lequel il n'y a certes pas beaucoup de concurrence, mais les concurrents en question ont des prix bien plus élevés. On peut citer notamment le Peugeot 5008, dont les tarifs démarrent à plus de 45 000 €, avec peut-être un châssis certes un petit peu plus abouti, un petit peu plus dynamique, mais qui ne peut pas rivaliser en termes de prix, on l'a vu, ni en termes d'équipement. On a également, par exemple, le Hyundai Santa Fe, dont les prix démarrent, eux, à plus de 51 000 €, avec toujours un équipement bien inférieur à ce que propose MG.
Un point important, en revanche, à noter avec ce véhicule, comme avec ses concurrents, c'est au niveau du malus. Alors, il n'y a pas de malus CO2, forcément, puisqu'on est en hybride rechargeable, donc on a une consommation WLTP homologuée de 2,4 litres. Ça, on le sait, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une consommation d'homologation, des rejets de 54 grammes qui le mettent donc à l'abri du malus CO2. En revanche, vous avez un malus masse qui est assez conséquent, puisqu'avec 2235 kg de poids en ordre de marche, ça nous donne un malus masse qui est de 9080 €. La concurrence n'est pas beaucoup mieux lotie. On a des malus au poids qui sont en général compris entre 5000 et 10 000 €. Sachez tout de même que si vous avez au moins 3 enfants, vous pouvez avoir un rabais de 200 kg sur le poids du véhicule à partir du 3e enfant, ce qui fait que vous allez pouvoir réduire le prix du malus masse à régler à l'achat du véhicule sur le MG comme sur ses concurrents. Là encore, vous retrouverez le calcul exact de ce malus dans l'article qui accompagne l'essai de ce nouveau MG S9. J'espère que vous aurez appris tout ce qu'il y avait à savoir sur cette nouveauté qui va faire très mal à la concurrence probablement. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux pour suivre les différents essais de l'Argus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur largus.fr.